Bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. Le ministre délégué chargé de l'investissement était cette semaine au Parlement pour faire un point sur l'état d'avancement de cette charte. Justement, professeur Abdelnaby, est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut sentir que depuis que cette charte est entrée en vigueur, il y a quelque chose qui commence à bouger? Tout à fait, tout à fait. Il me semble que le processus s'est enclenché avec l'adoption, à l'unanimité d'ailleurs, par les deux chambres du Parlement. Il y a un état d'esprit, il y a une sorte je dirais, de rupture avec les anciennes pratiques. Le Maroc est décidé à faire de l'investissement un facteur distinctif par rapport à son environnement aujourd'hui régional. Il y a une concurrence accrue aujourd'hui par rapport aux stocks d'investissements internationaux et le Maroc doit se mettre dans ses meilleurs états, dans ses meilleures dispositions pour justement attirer le plus d'investissements possible. Il faut savoir que dans le monde, il y a un stock d'IDE qui circule, qui est extraordinaire. Alors, pour avoir une petite comparaison, le Maroc réussit chaque année à attirer quelques 3 milliards, un peu moins, un peu plus, annuellement. De dollars, vous voulez dire Pardon ? 3 milliards de dollars, vous voulez dire 3 milliards de dollars, évidemment. 3 milliards de dollars, évidemment. Ce qui signifie qu'on est en deçà de nos capacités d'attraction et de la part de ce gâteau que l'on pourrait attirer. Donc, voilà, les pouvoirs publics sont conscients de cette faiblesse structurelle qui a représenté et qui a caractérisé la capacité du Maroc à mobiliser de l'investissement sur les années passées, malgré une forte évolution entre les années 2000 et les années 2019, qui s'avoisine à peu près à 11%. Mais laissez-moi dire que le Maroc peut faire mieux et peut faire plus. Et c'est pour ça que cette charte d'investissement a été adoptée. Et il me semble que désormais, nous avons le cadre institutionnel, nous avons le cadre juridique, nous avons le cadre, je dirais même politique, parce qu'aujourd'hui, l'investissement et le pilotage de ce processus est directement lié au chef du gouvernement, alors qu'avant, c'était sous la tutelle d'EOLI et du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que quelque chose a changé ? C'est sûr qu'on voit des changements par rapport à cette gouvernance de ce secteur et de cette activité d'investissement. On voit des changements par rapport à d'autres, je dirais, dimensions qui sont directement impactantes sur notre capacité à attirer de l'investissement. Je parle à ce niveau-là du climat des affaires sur lequel le Maroc s'est vraiment développé, se distingue par rapport à ses pays voisins dans le pourtour méditerranéen et par rapport au continent africain, parce qu'on se positionne aujourd'hui à peu près au niveau 50e nation la plus attractive d'investissement dans le monde, alors qu'on était classé dans le rang 80, entre 80 et 90. D'accord. Donc, beaucoup d'efforts sont faits. D'accord. Beaucoup d'efforts. Je termine rapidement. Oui, allez-y. Mais ça reste évidemment insuffisant et je reviendrai là-dessus. Alors, professeur Abdelnaby, cela dit, il y a toujours le papier et la réalité en termes de digitalisation, on en parle, de mesures, etc. Est-ce que concrètement, le climat des affaires dans la conjoncture actuelle favorise le déploiement des objectifs ou l'atteinte des objectifs de cette charte d'investissement? Alors, il faut savoir que l'un des axes majeurs de cette charte d'investissement est justement d'améliorer le climat des affaires. Donc, on est bien conscient que ce paramètre, si complexe qu'il est, parce que le climat des affaires, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie et ça marche après. Non, le climat des affaires, c'est
c'est la somme de tous les facteurs, de tous les paramètres, de tous les intervenants, de tous les niveaux sur lesquels ou à travers lesquels on peut agir pour faire qu'un investissement s'accomplisse dans les meilleures conditions. Et à ce niveau-là, la tâche est titanesque. On parle des motions réglementaires, par exemple, parce que si vous n'avez pas de cadre réglementaire adapté, et là on parle de l'effort législatif du pays, c'est-à-dire du travail du gouvernement et du Parlement. Vous ne pouvez pas avoir un climat des affaires attractif et avantageux. Sur ce plan-là, le Maroc a fait d'énormes efforts et le gouvernement a toujours, les différents gouvernements ont toujours accordé à cette dimension, à ce problème du climat des affaires, une place prioritaire dans leurs préoccupations. Et justement, aujourd'hui, il me semble qu'on est en phase d'édifier véritablement un dispositif législatif et réglementaire plus ou moins complet. Là encore, pour avoir un climat des affaires attractif, il faut penser aux aspects logistiques, par exemple. Il faut penser aux aspects financement, il faut penser à la formation, il faut penser au niveau des compétences, des ressources humaines que nous avons. Et il faut penser à la sécurité juridique. Et là, je pense au système juridictionnel. Est-ce que les juridictions nationales jouissent de suffisamment de transparence? Est-ce que la justice est bien rendue? Est-ce que les intérêts des investisseurs sont sauvegardés? Je pense à ce niveau-là également à notre rating par rapport à tout ce qui est transparence et corruption. Donc, c'est vraiment un chantier titanesque sur lequel et par rapport auquel la bataille ne cessera jamais, parce que même dans les pays développés, on continue à faire des évolutions, à amender année après année les différents paramètres, les différents niveaux, je dirais, pour favoriser l'investissement. Évidemment, alors, pour favoriser l'investissement. Professeur Abdelnaby, il y a aussi le secteur privé qui doit bénéficier aussi des dispositions de cette charte de l'investissement. Alors, quel est le cadre incitatif pour le secteur privé? Alors, cette charte a mis en place un cadre incitatif complet avec différentes dimensions différentes, avec une ingénierie très intéressante. L'objectif, évidemment, c'est de faire que ce secteur privé puisse contribuer fortement à l'effort d'investissement du pays. Et ça a été évoqué dans le document du nouvel plan de développement pour l'année 2035, à savoir qu'il faudrait que l'investissement privé passe aux 2/3 de l'investissement global du pays, alors qu'aujourd'hui, il est à peine à 35%. Donc, vous voyez que l'écart est très important. Il y a vraiment lieu de faire un effort important. Alors, cette charte est venue d'abord avec un dispositif d'incitation sectorielle. Certains secteurs qui sont jugés prioritaires, d'intérêt majeur pour le pays, bénéficient d'une prime à l'investissement par rapport au capital d'investissement de départ. Et là, on parle du secteur industriel, du secteur du tourisme, du secteur de la logistique, du secteur de l'industrie et du divertissement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs qui bénéficient directement d'une prime à l'investissement par rapport à votre investissement de départ et qui monte jusqu'à 15% de votre prime d'investissement. Donc, ça, c'est pour la prime sectorielle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prime territoriale. La charte, en fait, divise les provinces du pays en catégorie A et en catégorie B. Certaines catégories bénéficient d'un effort supplémentaire de la part de l'État qui se traduit par une prime supplémentaire pour les
entreprises et pour le secteur privé qui investit dans ces provinces parce qu'elles sont défavorisées, parce qu'il faut les encourager. Là, on pense par exemple aux régions de l'oriental, aux régions du sud. Et donc, ces régions-là bénéficient d'une prime supplémentaire d'investissement. Il y a par ailleurs ce qu'on appelle en fait des primes communes. Tous les projets d'investissement bénéficient d'une prime par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Et là, par exemple, si vous créez un certain nombre d'emplois stables, vous bénéficiez d'une prime supplémentaire de 5%. Si la masse salariale féminine au sein de votre entreprise dépasse par exemple 35%, eh ben, vous bénéficiez d'une prime supplémentaire de 5% par rapport à votre montant d'investissement global. Donc il y a comme ça un certain nombre d'incitations qui sont très importantes et qui vont certainement avoir un impact sur la motivation des investisseurs. Par ailleurs, il y a des primes d'encouragement à l'investissement pour ce qu'on appelle les projets d'intérêt stratégique, ceux qui dépassent les 2 milliards de dirhams. Ces projets-là sont déclarés d'intérêt stratégique pour le pays et sont pris en charge directement par la Commission nationale de l'investissement. À partir de là, l'effort nécessaire est fait pour faire réussir de tels investissements. Par ailleurs, il y a également tout ce qui est très petite entreprise, PME, et là on attend un dispositif d'incitation par rapport à ces entreprises qui sera spécifique. Donc, de manière générale, si votre investissement dépasse 50 millions de dirhams, aussi vous créez plus de 150 emplois stables. Par ailleurs, si vous n'atteignez pas les 50 millions, mais vous créez quand même les 150 emplois stables, vous bénéficiez d'une prime à l'investissement, donc d'une subvention qui peut aller jusqu'à 30% de votre investissement global. Ce qui est vraiment une incitation très intéressante. Professeur Abdel Nabi, quel rôle pour les banques dans cette nouvelle charte de l'investissement? Les banques sont un partenaire central pour l'économie de manière générale et pour l'investissement. Il faut savoir que tous les programmes de développement qui sont lancés par les pouvoirs publics passent obligatoirement par le circuit bancaire, parce que sans les banques, sans le réseau bancaire, rien ne peut être fait à ce niveau-là. Ce qui fait que les banques, elles sont associées évidemment à ce programme, à ce projet d'investissement et à tous les programmes d'investissement de l'État. Évidemment, les banques sont appelées à faciliter l'accès au financement, à accompagner les projets garantis par l'État, à devenir même ce qu'on appelle des acteurs conseils, des acteurs accompagnateurs pour les investisseurs, à constituer une sorte de guichet d'investissement, de guichet de l'entrepreneur. C'est le cas par exemple pour la banque Attijari Wafa Bank ou pour la Banque Populaire et d'autres banques. Je ne veux pas citer de marque, mais il me semble que les banques sont, depuis l'appel de Sa Majesté, et que Dieu l'assiste, à ces banques pour qu'elles soient plus citoyennes, pour qu'elles ne pensent pas à l'intérêt propre de ces banques et qu'elles s'engagent avec des politiques sociales, des politiques qui pensent au financement des projets qui sont en mesure surtout d'aider les personnes défavorisées, les petits projets, les petites entreprises, les auto-entrepreneurs. Et à ce niveau-là, il me semble que les banques ont bien réagi, surtout par rapport à des programmes comme Intilaqa qui ont été lancés et d'autres programmes. Alors, par rapport à la charte d'investissement, le rôle des banques est crucial parce qu'elles sont du côté de l'investisseur et elles sont du côté de la disponibilité des capacités de financement. Par ailleurs, ces banques, elles bénéficient de l'engagement de l'État puisqu'il y a l'engagement de ce qu'on appelle la caisse centrale de garantie qui garantit aujourd'hui beaucoup de projets, beaucoup de programmes lancés par l'État jusqu'à hauteur de 80%. Donc, il me semble que les banques aujourd'hui, le système bancaire
représente le nerf de la guerre pour la réussite de cette volonté de transformation de l'investissement au Maroc. Et il faut savoir aussi impliquer, associer ces banques, pas uniquement pour le financement, mais sur tout le long de ce qu'on appelle le cycle de vie d'un projet, parce que les banques, elles sont très, très puissantes, les banques. Hein. C'est des institutions qui ont beaucoup d'informations, qui sont sur le terrain, qui sont au contact de tous les acteurs, de leurs clients. Elles ont une place centrale dans la vie, l'animation même de la vie. Professeur Abdelnaby, pour parler de ces secteurs stratégiques, très rapidement, quels sont selon vous ces secteurs prioritaires? Assez rapidement, professeur. Et je ferai le lien avec le financement, justement. On distingue les petits très projets. Très rapidement, hein, il nous reste peu de temps. Une moyenne entreprise pour laquelle je pense que le système bancaire aujourd'hui peut répondre. Mais de l'autre côté, nous avons les projets stratégiques d'envergure importante. D'ailleurs, la charte parle de ces projets qui peuvent avoir un impact significatif sur, je dirais, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique du royaume, le développement technologique, son rayonnement régional, continental, ainsi de suite. Et pour ces projets-là, il me semble que l'État s'engage et il y a lieu d'aller chercher des financements qui ne sont pas locaux, qui ne sont pas au niveau national, mais des financements internationaux. Et cette capacité, justement, à aller à la rencontre des fonds souverains internationaux, aux banques d'investissement internationales, est déterminante, surtout qu'il s'agit de projets structurants et souvent à dimension internationale. Et là, je fais référence, par exemple, au projet de la liaison entre le Nigeria et le Maroc. Le gazoduc. Donc, voilà, il y a plusieurs dimensions. Il me semble qu'il y a lieu de faire des efforts supplémentaires par rapport à cette question d'attractivité du pays et sa capacité surtout à attirer les investissements internationaux, parce que c'est là où il y a l'argent, c'est là où on peut attirer le plus de valeur possible, que ce soit en termes de financement, en termes de technologie, en termes de capacité à gagner en part de marché, parce que les projets doivent rayonner au niveau international et avoir accès au marché nécessaire. Merci de nous avoir suivis.